Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée à la variante des 4 pions de la défense harlequin, vue du côté des noirs. Et dans cette vidéo en deux parties, nous nous intéressons aux positions qui surgissent après D5 à partir de deux parties complètes. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien ci-dessus. La partie expéditive de Sergueïev a posé des jalons importants sur la méthode à employer pour lutter contre l'avantage d'espace des Blancs. Même encore aujourd'hui, ces méthodes sont utilisées à haut niveau, et en dernier lieu, en 2022, dans une partie qui a opposé Gómez Dieguez à une vieille connaissance, Narciso Dublan, un grand maître lui aussi spécialiste de la défense harlequin, comme Sergueïev, dont nous avons déjà étudié une partie dans une autre vidéo. Dans cette partie qui s'est jouée à Linares, les Blancs ont adopté l'ordre de coups le plus précis, que la théorie recommande aujourd'hui, et après fou E3, Narciso Dublan a répondu par le coup le plus précis, fou E6. Je ne vais pas revenir sur les raisons de ce coup, retenez simplement qu'il vient en réponse à fou E3, pour premièrement attaquer le pion C4, le menacer, mais aussi prévenir C5, parce que grâce au fou, le cavalier a une case en D5. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout obligé de prendre en C5, et qu'on peut maintenir la tension au centre, principe essentiel dont j'ai déjà parlé dans la partie précédente. Ici, Gómez Dieguez est rentré dans la suite critique qui est D5. Il n'y a pas encore de cavalier en F3, ce qui veut dire que les Blancs ont amélioré la partie de Sergueïev. Où mettre le fou? On serait tenté de le mettre en F5 pour garder une certaine activité. L'inconvénient, c'est qu'en faisant ça, on se priverait de la possibilité de passer par la case D7 avec un cavalier. En effet, dès qu'un cavalier viendra en D7, le fou se retrouvera enfermé. Donc c'est un peu risqué, fou F5. C'est pour ça que dans la partie, Narciso Dublan a choisi fou C8, qui a l'air étonnant puisqu'on perd des temps avec ce fou. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, en incitant les Blancs à avancer leur pion, on les a amenés à fragiliser le pion E5, qui maintenant est attaqué 2 fois et défendu une seule fois. On a perdu des temps avec le fou, mais on rappelle aux Blancs que les coups de pion ne sont pas des coups de développement, par conséquent les Blancs n'ont pas d'avance de développement. Les Noirs de leur côté sont à un coup du roc, et s'ils parviennent à ouvrir la position après, ils seront en mesure de prendre l'avantage et de lutter pour l'initiative. Pour justifier le fait d'avoir joué autant de coups de pion dans l'ouverture, les Blancs, psychologiquement, doivent défendre ce pion E5 plutôt que de prendre en D6 qui serait un aveu d'échec. Surtout que ça ouvrirait la grande diagonale du fou, alors qu'on a envie de maintenir un verrou en E5. Le problème, c'est qu'en maintenant les pions au centre, il faut être prêt à répondre à plein de poussées différentes et à plein de prises différentes que les Noirs peuvent faire. En effet, les Noirs pourront, après avoir roqué, jouer au choix E6 ou C6, ou la prise en E5, ou le clouage en G4 quand le cavalier sera venu en F3. Et comme dans la partie précédente, les Blancs n'ont pas trop intérêt à jouer C5, parce que sinon, après cavalier 6 D7, ils vont devoir renoncer à leur centre si imposant. En effet, le pion E5 est trop attaqué, il est obligé de prendre ou d'avancer. Si on prend en D6, on va tout simplifier et il ne reste plus grand-chose du glorieux centre des Blancs. Et au lieu d'échanger en D6, avec le pion E, si on prend une première fois avec le pion C et qu'on avance en E6, ce qui semble plus ambitieux, il y a F prend E6, D prend E6 et cavalier F6 qui posent un sérieux problème. Les Blancs n'ont pas intérêt à rentrer dans cette ligne, sinon leur centre va simplement disparaître. Les Blancs ont donc, logiquement, consolidé leur centre en jouant cavalier F3. Narciso Dublan est prêt pour contre-attaquer au centre, mais d'abord, il doit roquer. C'est le coup le plus précis. Donc petit roc, introduit par Kalifman en 2011, est plus précis que fou G4. De toute façon, il faut roquer. Et les Blancs, dans cette position, ont déjà commis une petite erreur. Ils ont eu peur de fou G4, qui aurait renforcé la pression sur E5, et par conséquent, ils ont joué H3. Mais en faisant ça, ils rejouent encore un coup de pion. C'est peut-être le coup de pion de trop.
il aurait fallu accélérer le développement pour anticiper toute ouverture du centre qui aurait mis leur roi en danger. Donc fou E2 était le plus logique, un coup modeste mais indispensable. Après fou E2, on serait entré dans des positions d'une grande complexité où les noirs auraient plusieurs plans possibles, à commencer par fou G4, ou encore C6, avec l'idée de prendre en D5, puis de prendre en E5, et ensuite seulement de jouer fou G4 pour supprimer un des défenseurs du pion qui aura repris en E5. Comme ça, la pression serait optimale. Et on combinerait ça avec la présence d'un cavalier en D7. Donc vous voyez la complexité de ces plans, mais en même temps leur cohérence, puisque les noirs s'acharnent sur deux points chauds de l'échiquier. On s'en prend à ce qui nous embête le plus, c'est-à-dire la pointe de la structure blanche. Et toute la question sera de savoir si les blancs réussissent à tenir ce centre, ou si les noirs réussissent à forcer ces pions de s'échanger. À plus haut niveau, on pourrait même envisager des sacrifices de pions de la part des blancs pour l'initiative, mais ça demande déjà de gros calculs. On ne va pas se lancer dans l'analyse détaillée de toutes ces variantes. Voyons voir ce qui s'est passé après H3, puisque Narciso Doublan a choisi un plan encore différent de ceux qu'on vient de mentionner. Il a commencé par E6. C'est la même idée qu'avec C6, à cela près qu'on est prêt à ouvrir la colonne E maintenant. Parce que, dans tout ça, le roi blanc n'est toujours pas prêt de roquer. Quand on joue des coups comme E6, il faut être prêt, évidemment, à calculer toutes les prises possibles. Ça a l'air compliqué comme ça, mais il faut quand même se fier à un principe de base. La sécurité des rois, c'est quand même le premier critère aux échecs, et si la position s'ouvre, autrement dit, si on a des échanges au centre, ça va forcément avantager le camp qui a déjà son roi à l'abri et qui est prêt à faire rentrer ses pièces en jeu. Autrement dit, les blancs n'ont pas intérêt à prendre les pions qu'on leur propose. Regardons par exemple la prise en D6 suivie de la prise en E6. Après fou prend, les noirs ont déjà rempli leurs objectifs puisqu'ils ont supprimé le grand centre des blancs pratiquement intégralement. Et si les blancs continuent par C5, pion prend, fou prend, dame prend, tour prend et tour E8 leur donne une très bonne position, puisqu'on a déjà des menaces qui arrivent. Les noirs ont une bonne activité des pièces. Après, pion prend E6, fou prend E6, là encore, C5 doit être regardé attentivement. On a déjà dit précédemment qu'il fallait absolument maintenir l'attention au centre tant qu'on n'avait pas supprimé le pion qui était visé. Et le pion qui est visé ici, c'est celui-là. Par conséquent, notre pion doit rester en D6. Ce qui veut dire qu'il faut replier le cavalier. Mais où? Il faut le replier à un endroit où il va participer à la protection de cette case D6. Par conséquent, le meilleur coup, c'est cavalier C8 ici. Et au prochain coup, si les blancs maintiennent le statu quo, on est prêt à jouer cavalier C6 pour forcer les blancs à prendre une décision avec ce pion-là, puisqu'il sera vraiment sous pression. Attaqué 3 fois, défendu 2 fois, et difficile à défendre une fois supplémentaire. Face à tant de tension, pas étonnant que les blancs aient joué dame D2 pour mettre leur roi le plus rapidement possible à l'abri. Narciso Doublan a pris au centre sans traîner, et après C prend D5, il a joué cavalier 8 D7, qui force le pion E5 à prendre une décision. En effet, les blancs ne peuvent pas le défendre par fou D4, à cause de la colonne qui risque de s'ouvrir sur le roi. Les noirs gagneraient ici simplement le pion, en simplifiant la position à leur avantage. D prend E5, D prend E5, et maintenant cavalier prend E5, pseudo-sacrifice, puisqu'après cavalier prend E5, fou prend E5, fou prend E5, on jouerait tout simplement tour E8, et on va forcément récupérer le fou, à cause du clouage, tout simplement. Évidemment, après dame D4, on en rajoute une couche avec dame G5, et on va récupérer le fou, sauf qu'au passage, on a gagné un pion. Dame D4 n'est pas jouable non plus à cause de tour E8, et il y a un clouage, mais cette fois sur la diagonale.
Il faut aussi regarder quand même rapidement ce qui pourrait se passer sur E6. Mais le pion ne va pas bien loin, on le prend, on joue cavalier C5, et à l'arrivée, les blancs vont avoir du mal à défendre durablement ce pion E6. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être un gros problème. Les blancs ont donc choisi de prendre en D6, ce qui est une petite victoire pour les noirs déjà. Et après prendre D6, ils ont complètement craqué en jouant G4, ce qui est une attaque à l'aile complètement aberrante étant donné que leur roi est encore au centre, en plein sur une colonne ouverte, et il y a une règle élémentaire qui dit que tant qu'il y a des lignes ouvertes au centre et que notre propre roi n'est pas en sécurité, on ne peut pas lancer d'attaque à l'aile. Donc G4 est vraiment téméraire ici. Le plus sage aurait été de finir son développement avec fou E2 par exemple. Après G4, les noirs auraient pu par exemple jouer tour E8. Ça aurait été tout à fait correct. Et après grand roc, jouer cavalier F6 pour interroger le pion D5. La première menace au passage, c'est directement cavalier prend D5, étant donné que la dame ne peut pas à la fois protéger le pion et le fou E3, ce qui veut dire que les blancs auraient déjà dû parer cette première menace basée sur le thème de la surcharge. Les noirs ici auraient été plutôt bien, avec la suite du plan comme fou D7 et tour C8. Dans ces positions-là, G5 n'est pas trop à craindre parce que ça ferait un trou en F5. Autrement dit, l'attaque des blancs ne va nulle part. Et on contrôle bien la case E4 côté noir, pour un cavalier éventuel plus tard, si jamais celui-là est dévié. Dans la partie, Narciso Doublan a choisi un coup plutôt correct aussi, qui est cavalier C5. On veut, dans certains cas, venir en A4 pour échanger le cavalier C3, ce qui serait utile si jamais les blancs roquent du grand côté parce qu'on supprimerait un défenseur. La partie ensuite est entachée de plusieurs erreurs, donc je vais un peu accélérer, puisqu'après grand roc qui semble naturel, les noirs ont joué F5, qui n'est vraiment pas joli étant donné que ça affaiblit la case E6, et ça donne l'occasion aux blancs de prendre en C5 puis de fermer la position, ce qui leur donne des chances d'attaque sur le roc d'un seul coup. L'avantage d'espace des blancs devient cette fois tangible, et le pion D5 est assez pénible maintenant. Les blancs pourraient envisager dans cette position de jouer cavalier E5 dans certains cas, par conséquent les noirs ont joué tour E8, H4, les blancs préparent l'ouverture de la colonne H. Les noirs aimeraient bien bloquer le pion D en jouant dame D6, mais pour le moment c'est impossible parce qu'il y aurait cavalier B5 qui chasserait immédiatement la dame. Fou D7 par conséquent, pour contrôler la case B5 et préparer le blocage du pion, mais par le biais de dame E7, suivi de dame D6. On voit que là, les noirs commencent un petit peu à tricoter. Maintenant, les blancs auraient pu prendre un avantage assez stable en jouant D6, parce qu'ils ouvriraient la diagonale qui pourrait un jour devenir dangereuse. Mais ils ont préféré jouer H5, et sur dame E7, ils ont ouvert cette colonne. Avant de se tromper lourdement, ils auraient pu encore jouer pour l'avantage en jouant tour E1 par exemple, même si ça demandait déjà plus de calcul parce que dans des ventes comme ça, le pion D5 devient d'un seul coup beaucoup moins défendu et surtout, les noirs vont pouvoir le bloquer. A noter que sur un coup comme D6, maintenant c'est un petit peu tard parce qu'on peut jouer dame E3 avec les noirs. Et on échange les dames, ce qui veut dire que l'attaque des blancs est étouffée. Après H prend G6, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Eh bien, les blancs ont joué fou B5, qui est en réalité une gaffe, tout simplement parce que ça va trop affaiblir les cases blanches et en particulier la case C4. Évidemment, les noirs n'ont pas intérêt à prendre en C3 pour ensuite gagner le fou, puisqu'il y aurait tout simplement mat par dame H8 suivi de tour H7. On ne peut pas comme ça se débarrasser de notre seul défenseur. Donc il faut absolument garder le fou de case noire. Mais après fou B5, les noirs ont simplement échangé les fous et occupé la case C4 avec le cavalier pour gagner le pion B2 crânement, sans crainte, sans avoir peur de dame H2 ici.
Puisque sur Dame H2, on aurait pu jouer tout simplement fou prend B2 échec et replier le fou, sachant qu'il n'y a pas d'attaque parce que la case 5 est bien contrôlée par le cavalier C4. Sur un coup comme tour E1 ici, il faut juste jouer le dernier coup précis qui est Dame D7, mais pas compliqué à trouver puisqu'on attaque le cavalier B5, c'est donc logique. Après cavalier C4, les blancs perdent donc un pion, puisque D6 ne fonctionne pas non plus. Ça a l'air menaçant, mais il y a fou prend B2 échec, et le coup dame prend B2 ne marche pas à cause de l'échec intermédiaire en E3, qui gagne la dame. Parce qu'après, maintenant que notre dame n'est plus en prise, on pourra prendre la dame blanche. Dans la partie, les blancs ont joué dame C2, et après dame E3 échec, roi B1, il y a eu cavalier prend B2 qui attaque la tour, et le problème, c'est qu'il y a aussi le cavalier en prise. Si on joue tour DF1 pour défendre le cavalier, le problème c'est que les noirs ont le temps de placer tour E4 avec des grosses menaces qui arrivent, tour B4. On ne parle même plus de gain matériel ici, l'idée c'est de mater le roi blanc tout simplement. Par conséquent, les blancs voyant qu'ils perdent du matériel, essayent de pêcher en eau trouble en jouant cavalier E5, invitant les noirs à échanger leur seul défenseur du roc contre ce cavalier. Mais évidemment, ça serait une gaffe, parce que derrière, il n'y aurait plus personne pour surveiller le roc, et en plus, le cavalier se retrouverait sans défenseur. Les noirs ne sont évidemment pas tombés dans le piège, ils ont juste cueilli la qualité, cavalier prend D1. Voyant qu'ils sont en train de perdre beaucoup de matériel, les blancs tirent leur dernière cartouche avec dame H2, qui menace au passage un mat en 3 coups, qui commence par dame H7 échec, évidemment. Donc si les noirs ne font rien, dame H7 échec, roi F8, cavalier prend G6 échec, et une fois que le roi est en F7, ce cavalier vient mater en D6. Mais évidemment, très aux noirs qui peuvent se permettre de rendre du matériel étant donné qu'ils ont une tour de plus. Par conséquent, tour prend E5, met fin au débat. Et après F prend E5, les noirs continuent de manière précise, sans avoir peur des fantômes. Ils jouent cavalier F2. Dame H7, roi F8, il n'y a plus d'échec. Donc la partie va bientôt se terminer. Le roi blanc doit faire face à plusieurs menaces, sachant qu'il y a aussi la tour qui est en prise. Et les blancs n'ont plus aucune menace. Donc la partie est bientôt terminée. Cavalier C7, dame E4 échec. C'est la fin des débats. Après roi C1, dame prend H5, abandon. Donc on a vu que la variante des 4 pions pouvait donner lieu à des joutes assez spectaculaires, où les erreurs sont possibles des deux côtés. Mais il faut retenir une chose, c'est très difficile, avec les blancs, de stabiliser l'avantage d'espace que procurent les 4 pions de cette variante. En plus, la plupart des amateurs ne connaissent pas cette ligne et jouent en pensant que les noirs vont simplement, au début, échanger en E5 et jouer l'ancienne variante des 4 pions. G6 est très peu connu au niveau amateur. Je vous invite donc à tester cette variante et à vous familiariser avec le combat qui s'engage très tôt au centre.